Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tueur en série. Je suis avec Greg Tabillan de la chaîne Je suis pas content. Bonjour Greg. Salut. Nous allons parler aujourd'hui de Sound of Freedom, qui est encore dans quelques salles de cinéma en France, mais sur Apple TV aussi, déjà, j'allais dire, et qui raconte donc une véritable histoire de trafic, de traite d'enfants pour les pédophiles. Alors, Sound of Freedom est un film réalisé par Alejandro Gomez Monteverde, je ne sais pas si je le dis bien, Alejandro Gomez Monteverde, et parrainé par Mel Gibson. Alors, je dis Mel Gibson parrainé parce qu'en fait, il est directeur exécutif, il est crédité comme tel dans le générique, mais en fait, il n'a fait que prodiguer des conseils, mais comme, je dirais, son nom est une notoriété extrêmement importante pour le réalisateur, sa référence était donc primordiale. Alors, peux-tu nous rappeler qui est Mel Gibson et pourquoi sa référence est primordiale? À mon avis, ça ne doit pas être pour Mad Max que sa référence est primordiale. Non. Même si c'est gage de qualité en matière de films d'action. Moi, oui, c'est bien. J'ai connu comme les enfants de ma génération avec Mad Max. Oh. Moi, je l'ai vu au Grand Rex avec la moitié de la salle avec des crêtes rouges. Non. Et, la première, c'était la moitié de la salle avec des crêtes rouges et qui balançaient des canettes. Ah ouais. Enfin, je crois qu'on n'a pas vu au ciné. On n'a pas réussi à voir la fin du film. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça avait été un phénomène à ce point-là avant sa sortie. Tout le monde attendait ce truc. Ah ouais, c'était incroyable. Incroyable. Les deux Mad Max, donc, ou les trois. Trois Mad Max. Mais il y en a que deux, vraiment. Ouais, voilà, il y en a que deux. Et puis il y a eu un autre qui a été fait récemment et qui est pas mauvais d'ailleurs. Oui, oui. Qui reste dans l'esprit, même esthétiquement, comme le dernier Blade Runner. C'est vrai. Très bon aussi. Donc Mad Max, Braveheart. Alors j'ai pas vu. The Patriot ? Non, j'ai pas vu The Patriot. Je suis passé complètement à côté de The Patriot. Et puis La Passion du Christ. Et le très mauvais, à mon sens, Apocalypto, je m'en souviens même plus, qui était un film pas dingo, qui avait vraiment tous les défauts de La Passion du Christ sans ses qualités, donc c'était pas dingue. La Passion du Christ, qui est un film un peu spécial. Hein, très spécial. C'est le début, je dirais pas de la descente aux enfers, parce que quand ça s'appelle Mel Gibson, on a de quoi voir venir, mais enfin, j'imagine que d'être déchu comme ça, subitement, pour avoir fait un film, c'est un peu particulier. C'est quand même le début de son boycott. Donc, Oui, c'est le début, je pense que c'est le début de son boycott, où il commence, pas à tort, à se faire mettre une image réactionnaire, conservatrice, mais qui était connue de tout le monde. Un film tourné en araméen, qui est donc la langue... et en latin. Et en latin, et en hébreu un peu aussi. Et en hébreu un petit peu, Certains l'ont taclé d'antisémite parce que les Juifs sont montrés comme étant... Ils ont quand même des gros pifs, hein. Ils ont quand même des têtes... ils ont des têtes, mais je pense que la tête des gens à l'époque était... Mais bon, voilà, les Romains sont plus beaux quand même. Mais bon, les gens sont allés chercher ce qu'ils voulaient, on ne sait pas. C'est un point de vue. Bon, revenons donc à Sound of Freedom. Oui. C'est un film d'action, plutôt un policier, qui parle de la traite des enfants pour les réseaux pédophiles. Alors, je vous lis le synopsis officiel. Après avoir sauvé un garçon des mains d'impitoyables trafiquants d'enfants, tu trembles déjà, Timothy Ballard, agent fédéral américain, apprend que la sœur du garçon est toujours retenue prisonnière en Colombie. Il décide alors de se lancer dans une opération risquée pour la sauver en infiltrant un réseau de trafiquants. Voilà, c'est formidable. Bon, a priori, c'est quand même un scénario qui est un peu banal, quoi. Et pourtant, il y a eu un certain... Il est clivant, quoi. Il a fait du buzz. Pourquoi ? Parce que le sujet est très sensible. C'est assez difficile de voir comprendre l'omerta qu'il y a eu autour de ce film-là. J'avais dit ça, je sais plus où, je crois que c'était peut-être, en tout cas sur cette chaîne, peut-être pas dans cette émission, que j'aurais aimé vraiment qu'on m'explique les différences objectives entre ce film et Taken, par exemple, avec Liam Neeson. À part le charisme fou de Liam Neeson, cette réplique culte, cette scène du téléphone qui est absolument incroyable. Oui, et dès où il dit, je vais vous trouver, je vais, I'm gonna find you, I'm gonna hunt you, and I'm gonna kill you, je sais pas quoi. C'est ça, oui. Et le fait que ça se passe en Europe de l'Est au lieu de se passer en Amérique du Sud, ce qui devrait donc nous choquer encore plus si on parle des réseaux occidentaux, donc puisque là on y est vraiment. Mais étrangement c'est passé. Je pense que c'est la congruence de la présence de Mel Gibson,
aussi entre-temps du développement de tout ce discours de anti-complotiste, de fact-checking, etc., qui était assez creux, voir l'article de Libération qui nous dit que c'est un torchon complotiste, à savoir qu'il est précisé dans l'article qu'ils n'ont pas vu le film, ce qui est quand même incroyable. Libération qui est quand même, je pense, aujourd'hui un journal qui, sur les questions de jugement à l'encontre des problèmes de mœurs et de pédophilie, devrait quand même pas trop la ramener. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quand même vraiment pas les mieux placés pour pouvoir y aller. Oui. Je pense qu'il faudrait quand même y aller un peu mollo, mais bon, l'amour-propre... À quoi fais-tu allusion? Certaines, voilà. Bon. Qu'on a tous en tête. Oui. Et surtout, quand on va sur Allociné, la différence de 4 étoiles entre la note des... Alors ça, on va en parler plus tard. Hein. Les conséquences, c'est quoi? Tourné en 2018. C'est ça. Il devait être diffusé par la 20th Century Fox, qui est racheté par Disney. Hein, et Disney met fin au projet. Et donc, c'est racheté par une compagnie... une boîte de prod Cato qui s'appelle Angel Productions. Cato ou Évangélis, du coup je crois que les évangélistes sont Cato aussi. Hein, oui, mais enfin, ils sont chrétiens. Pardon. Oui, ils sont chrétiens, mais voilà. Justement, Cato plutôt... Je crois qu'ils sont évangélistes. C'est pas des protestants. Non, non. Donc par Angel Studio, et le film va se terminer, voilà, et puis il va être repris en France par Sage Productions, qui est une maison de production qui est proche de Bolloré, dit-on, et qui est catholique aussi, chrétienne aussi, après avoir essuyé un refus de la totalité des distributeurs en France. Alors moi je me pose la question de la pluralité. Est-ce que c'est à l'État d'intervenir? Il faut pour faire régner la pluralité. Est-ce que c'est aux téléspectateurs de s'organiser? C'est les deux, mais l'État doit pas intervenir pour l'État doit pas intervenir pour sauver tel ou tel film. L'État doit être un arbitre impartial. Et il n'est pas impartial. Non. Les subventions, aujourd'hui, sont ouvertement à sens unique. Donc, on a effectivement un État qui respecte pas les règles. De là à dire qu'après, c'est à l'État d'aller sauver une production semi-indépendante, etc. Peut-être pas. Mais au moins de garantir une égalité des chances de chacun dans la production de contenu audiovisuel en règle générale. Après, c'est très dur, parce que tu veux dire quoi? Tu veux dire on va distribuer les subventions en fonction de toutes les opinions au courant politique. Oui, mais alors déjà, il y a beaucoup de films qui sont neutres. Donc sur quels critères, c'est toujours pareil, une faiblesse de l'État français à ce niveau comme dans d'autres par rapport à des démarches de lobbying. Oui, mais c'est toujours la même chose. On a des riches industriels qui possèdent tous les moyens d'expression quasiment, je dirais, mainstream. On arrive à s'en tirer parce que les moyens de production sont plus limités pour faire de la télévision, Internet ou pour faire de la radio ou des podcasts. Il y a des tas de moyens. Le cinéma, c'est pas pareil. Le cinéma, peut-être que certains films de Godard, non pas Godard, mais il y a un spécialiste de ça français, Mocky, Jean-Pierre Mocky, lui, il faisait des films avec avec une voiture, quoi. Oui. 3 fois rien, quoi. Bon. Mais c'est un ovni. Bon, mais à part ça, il faut quand même avoir des moyens, et donc ça peut pas être une initiative locale, quoi. Ça peut pas être. Puis c'est un milieu aussi, particulièrement le cinéma français, le cinéma hollywoodien est pareil, on peut être très vite aussi blacklisté de ce groupe, de ces gens-là. Et d'ailleurs, cette censure, entre guillemets, à 2 niveaux, elle est représentative de quelque chose qu'on voit un petit peu partout dans tous ces médias bien pensants. C'est quelque chose qu'on a un peu vécu. Moi, par exemple, quand je viens ici à TVL, on dit souvent, il est sur un média de droite, etc. Mais alors, dès qu'un média de gauche m'invite, les mecs font pression pour que j'y aille pas. Donc du coup, il ne reste plus que des médias de droite qui invitent. Et les mecs disent après, regardez, il va sur des médias de droite. Mais oui, mais il y a 2 semaines, c'est vous qui aviez dit, il faut pas qu'il aille sur des trucs. Donc c'est exactement pareil là. Vous avez Disney qui dit, non, il faut, on dégage. Du coup, vu que le sujet est sensible, qui reste? Des cathos.
Et bah hop, après on leur reproche. Et Elon Musk. Voilà, Elon Musk. Et on les reproche d'aller là. Oui, bien sûr. Donc il restera que tes cathos tradis, il restera que tes évangélistes ou tes libertariens. Il restera que ça pour te produire. Donc, ou en France, Bolloré, ou ce qu'on appelle la fachosphère. Donc c'est quand même compliqué. Donc c'est toujours très très hypocrite. C'est-à-dire que la décision de départ, c'est Disney qui déprogramme le truc. Oui. Et donc après, on dit, vous faites ce que vous voulez, mais pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Ah bah regardez, il va là. Bah, oui, reste que ça. Donc, sur très très focus, je trouve. Et c'est vraiment toujours ce même procédé. Oui. Alors Angel Production avait fait un truc intéressant. Ils ont à titre de don ouvert une espèce de billetterie où les gens pouvaient acheter plusieurs billets pour ceux qui voulaient, qui n'avaient pas les moyens. Bon, alors les gens achetaient jusqu'à 4, 5, 6 billets. Alors évidemment, ça faisait de l'argent, mais d'un autre côté, ça faisait des salles vides puisque les billets n'étaient pas refourgués derrière à des passants. Donc ils oubliaient de les donner, donc les salles étaient vides. Mais tu crois qu'il n'y a pas un moyen quelconque, le financement du cinéma par exemple, tu en penses quoi? Non, mais à bout d'un moment, c'est surtout la survie du modèle du cinéma. Canal+. Voilà, c'est un modèle un peu particulier. Exactement. Puis Canal+, qui peut, qui se voit octroyer un canal à condition de financer, d'avoir un quota, etc. Exactement. Ceci dit, bon, quand on voit ce qu'il finance, c'est peut-être pas extra. Il y a des fois des choses bien. Oui. Mais il y a des choses surprenamment bien. Maintenant ou depuis toujours? Bon, en règle générale, il y a eu des trucs, il y a des trucs qui sont parfois pas mal, mais ça va dépendre aussi du réal. C'est pas la chaîne qui va tout décider. Donc après, c'est une question de modèle aussi. Est-ce que le modèle du cinéma en salle comme ça va survivre? On parlera peut-être tout à l'heure de Netflix, mais d'un moment, la solution, elle est aussi peut-être dans des plateformes de diffusion directe, quoi. Oui. Parce que c'est quand même un risque monstrueux d'aller balancer ça dans une salle, quoi. Ça coûte un pognon de dingue. Oui. Si les gens viennent pas, ou s'il y a un problème quelconque, ou le temps de programmation est très court. On va revenir à l'accueil du public. Aux USA, ça a très bien marché. Oui. Hein. Ils avaient un budget de 14 millions pour le film, ce qui n'est pas grand-chose. Et ils ont amassé 250 millions, ce qui est un record dans le cinéma indépendant. Il y a eu 120 000 entrées en France, ce qui est quand même pas mal. Toi, tu étais à la première. Ouais. Tu en as parlé dans Bistro Liberté, pardon. Et je me souviens qu'on avait Éric Morillo qui était pas très content parce qu'il disait que lors de la première, il y avait une standing ovation, tout le monde s'était levé pour applaudir ce film miraculeux. Et puis sur le plateau, quand on avait posé la question à chacun des intervenants, ils étaient tous dubitatifs en disant bon. Mais déjà, il y a eu des gens qui ont applaudi plusieurs choses. On a applaudi le mec qui gère la salle, qui est sur les champs là, oui. Parce qu'il a eu le courage de diffuser ça. C'est vrai. On a applaudi un réalisateur qui a eu le courage de se battre pendant, et moi je le respecte en tant qu'artiste, 5 ans pour que son bébé sorte. Donc on peut applaudir beaucoup de choses oui. Sans forcément trouver que le film est extraordinaire. Moi j'ai trouvé que c'était un bon film, mais encore une fois je suis surpris de la dimension qu'on lui a donnée, alors que c'est un film d'action, bien fichu, c'est ça. Bien joué. Tu y crois au personnage? Oui, je les trouve cohérents. Oui. Bon, il y a beaucoup de musique, on rajoute beaucoup d'émotions dans la façon de... Ok, très bien, il y a quelques plans qui sont très très beaux, qui sont très bien faits. Oui, c'est vrai. Mais ça devrait pas paraître un truc pour quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, je pense que c'est vraiment l'époque qui rend la chose exceptionnelle. Donc tu trouves l'acteur principal crédible? Oui. Pas trouvé crédible? Ouais, moi je le trouve crédible. Ouais. Oui, crédible, il est bien. Voilà, j'ai trouvé que le film était bien, mais déjà je m'attendais à quelque chose qui dénonce beaucoup plus, mais ça ne dénonce pas du tout. Non. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus parle de pas ça, du fond. Bah voilà, et le message de fin du film, en plus, est un message qui est quand même ouvertement anti-complotiste. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit, il faut alerter les Nations Unies, il faut aller alerter le président des États-Unis, il faut... Bon, si tu demandes à un complotiste branché à fond sur les trucs de réseau pédophile, il va te dire que le président des États-Unis et les Nations Unies, elles en croquent. Donc, ça ne devrait pas être ça, sa conclusion, si c'était un truc complotiste. Oui, c'est vrai. Ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être qu'il faut prévenir Barack Obama, Joe Biden et le président et le patron de l'ONU, quoi.
Alors l'une des premières phrases qu'il y a dans le film, c'est une séquence où il y a 2 flics qui sont spécialisés dans l'arrestation donc des pédophiles. Il y en a un qui dit combien as-tu arrêté de pédos? 288. Et combien as-tu retrouvé d'enfants? 0. Ce monde est vraiment pourri. Tu crois pas que de mettre ça en première phrase, etc., c'est pour ça que finalement le film a été tagué complotiste, quoi? Non. Mais non, puisque le film a été attaqué par des gens qui ne l'ont pas vu. Oui, c'est vrai. Donc, de toute façon, c'était Mel Gibson, c'était la complosphère s'agite autour de ce film. Et puis après, les mecs sont arrivés et ont fait des chroniques pour dire, là, ils sont vraiment bêtes dans la complosphère parce qu'ils attaquent ce film alors qu'il a rien de complotiste. Parce que même eux ont été obligés, in fine, de reconnaître qu'il n'y avait rien de complotiste. Donc pour toi, c'est Pavlov, quoi. C'est Pavlov, parce que on a des articles on a des rédactions qui pensent à comment est-ce qu'on va faire un peu de buzz, comment est-ce qu'on va faire ça. Bon, on a du Mel Gibson, on voit qu'on a 3-4 comptes complotistes qui aiment bien que ce truc marche dans ces milieux-là. Donc vas-y, hop, je vais prendre 3 Twitter. Tiens, regarde, le mec, il est anti-vax en plus. Tiens, lui, il a soutenu la Russie. Ok, bon, on va mettre un article avec plein de mots aléatoires, ou peut-être écrits par ChatGPT, dans lequel on va lui dire de mettre Covid, de mettre Russie, de mettre complotiste, de mettre réseau, de mettre Mel Gibson, de mettre fachosphère, et puis ça va te sortir n'importe quel article de Street Press, / Combini, / Libération. Allez, Libération, peut-être qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Est-ce que tu crois que le soutien de QAnon est lié pour quelque chose? Et rappelle-nous qui est... QAnon, c'est voilà, c'est ce gros groupe américain très pro-Trump qui a patiné dans la semoule pendant des années pour nous expliquer que la semaine prochaine Donald Trump revient, qu'on a les preuves alors que non. C'est cette espèce d'énorme entité assez difficile à identifier d'ailleurs, parce que je crois que c'est un peu comme Anonymous, tout le monde peut se réclamer un peu du truc s'il a envie. C'est ça, oui. Eh bien, il y a aussi un truc un peu curieux quand même, c'est pour ça qu'ils sont tagués complotistes. Ils disent que les hommes puissants, enlèvent des enfants pour boire leur sang. Ah oui, l'adénochrome là. C'est ça, voilà, oui. Oui, bah voilà, Canon, ils vont soutenir ce truc-là, mais est-ce que le film, il parle de ça? Non. Bah voilà. Non, c'est vrai. Donc au bout d'un moment, c'est ça. C'est qu'en plus, il faut pas être distribué par les mauvaises personnes. Il faut pas avoir les mauvais distributeurs, les mauvais producteurs et les mauvais spectateurs. Ça devient compliqué. Donc ça devient compliqué, quoi. Et donc le résultat, c'est que sur Allociné, la presse met 1,9 sur 5, alors que les spectateurs mettent 4,2 sur 5. Voilà. Donc ce divorce entre spectateurs et puis, je dirais, l'intelligentsia de la presse. Bah, il est visible avec ça. Après, c'est aussi un phénomène qu'on voit assez souvent, par exemple, dans le jeu vidéo aussi, dans les notes quand on va avoir une rédaction très sévère, on a beaucoup de gens qui vont mettre 5 étoiles au jeu ou 20 sur 20 au truc pour dire « je compense ». Le truc catastrophique, parce que ok, ça ne mérite pas ça, mais enfin, vous avez tellement été dégueulasse de l'autre côté que je vais quand même essayer que le truc arrive à la moyenne. Alors après, là, sur Allociné, spectateur et presse, c'est 2 trucs séparés. Oui, c'est vrai. Donc il y a peut-être moins ce phénomène, c'est moins mélangé. Mais ta sens critique est bien aussi. Hein. Voilà, il y a des gens aussi qui surnotent parce qu'ils ont envie de soutenir, comme on surapplaudit, parce qu'on a envie de dire aux gens, allez-y aussi, parce que si les gens vont pas voir un truc qui dénonce aussi peu. Ça va être compliqué de faire des trucs qui dénoncent plus. Très bien. Alors, ta note? Je dirais 3,5 sur 5. 3,5 sur 5, ça se laisse voir, quoi. Non plus, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a quand même vraiment des beaux plans, des beaux trucs. Mais après, 5, c'est quoi? C'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est vrai. 4, c'est un grand film d'Audiard. C'est bon, 3,5. Voilà. 3,5. Bon, voilà. C'est sa note. Et j'espère que vous pourrez le regarder sur Apple TV ou au cinéma, car il est encore à l'écran. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Greg. Ciao.